Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Legno et bienvenue dans un nouvel épisode de cette chaîne YouTube. Et alors aujourd'hui, j'ai un épisode un peu spécial pour vous parce que figurez-vous que c'est pas un épisode traditionnel où je vais parler du parcours de mon invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter un expert en négociation. Son nom est Eduard Beltran. Il est d'origine espagnole et plus précisément, il est de Barcelone. Et Eduard, comme je le disais, est un expert en négociation. Donc j'ai voulu profiter de cette interview pour réellement faire une masterclass géante avec vous. Si le sujet vous intéresse, on a parlé négociation en long, en large et en travers pendant plus de 30 minutes et aussi un petit peu de son parcours naturellement. D'ailleurs, je vous invite vraiment à écouter l'interview jusqu'au bout parce qu'à la fin, j'ai posé mes questions classiques, vous savez, mon fameux crible où je rentre dans les détails personnels de ses échecs, des choses qu'il ferait différemment. Et j'ai trouvé vraiment que les réponses d'Edouard étaient extrêmement inspirantes et intéressantes. Donc, si la négociation vous intéresse, cet épisode est fait pour vous. Et puis, si jamais vous aimez le développement personnel, écoutez jusqu'au bout. Mais je ne vous en dis pas plus et je laisse place à cette conversation avec Eduard Beltran. Salut Edouard. Bonjour Pauline. Écoute, je suis ravie de t'accueillir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors, j'ai 150 questions pour toi. Tout le monde adore le sujet de la négociation, donc ça va partir dans tous les sens. J'ai prévu, Edouard, que tu me fasses une espèce de giga masterclass, je te préviens. Mais avec plaisir. Avant ça, j'aimerais quand même comprendre un petit peu mieux qui tu es, d'où tu viens. Je sais qu'on t'appelle Eduardo parfois. Edouard, je veux tout comprendre, savoir qu'est-ce qui a fait aussi que tu en es là aujourd'hui. Donc, si ça te va, j'aimerais bien juste qu'on commence par que tu m'expliques tout simplement où est-ce que tu es né, comment était ta famille, où est-ce que tu as grandi, enfin voilà, que tu me parles un peu de ton enfance. Super, merci. Donc, merci Pauline. Donc, je suis né à Barcelone, en Catalogne, en Espagne, avec une famille à moitié d'origine des îles Baléares, donc de Majorque, et de l'autre côté des Pyrénées, donc en fait un équilibre entre la montagne et la mer. Et en fait assez vite, assez tôt, j'ai eu très envie de voyager, de vivre à l'étranger, d'avoir une vie peut-être européenne, internationale. Et donc j'ai fait du droit en Espagne, à Paris aussi. Et puis quand j'ai terminé mon droit, je suis parti à Paris où j'ai fait Sciences Po. Après Sciences Po, j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'ENA en tant qu'élève étranger. Donc j'ai fait l'ENA pendant 2004-2006, donc avec la promotion Simon Veil, ce qui m'a permis après d'entamer ma carrière professionnelle. Donc j'ai un parcours qui peut être un peu atypique et peut-être lié à cette envie d'Europe ou du monde, de partir de chez moi, de vivre un peu à l'étranger, de rencontrer du monde. Et donc ça a été peut-être un peu l'énergie que j'avais au début qui m'a poussé à avoir des expériences et des opportunités que j'aurais pas eu sans doute si j'étais resté à Barcelone. C'est clair. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit dans la vie? Tu t'en rappelles? Alors c'est une très bonne question. Je pense que j'avais deux vocations qui étaient que j'ai pu réussir d'une certaine manière. La première, j'avais très envie d'être pilote de ligne, pilote d'avion, peut-être avec cette envie aussi donc de voyager. Le voyage toujours. Donc voilà, donc j'ai beaucoup voyagé. Avant la pandémie, j'étais en déplacement à peu près 200 et quelques jours par an. Donc je prenais beaucoup d'avions, 3, 4, 5, 6 avions par semaine parfois. Donc j'étais pas pilote, mais presque. C'est clair. C'est beaucoup de temps dans les avions. Et l'autre envie, l'autre vocation, c'était, j'aimais beaucoup la musique. Donc beaucoup, j'aime toujours beaucoup la musique. Donc j'ai toujours rêvé d'avoir une vie de rockstar, d'être musicien, et j'ai pas pu faire ça, mais par contre j'ai pu vivre cette expérience de l'autre côté. J'ai pu profiter beaucoup de la vie musicale, si j'ose dire, de l'autre côté de la barrière, pas en tant que musicien, mais en tant que spectateur et passionné. Donc voilà un peu deux vocations que j'avais quand j'étais plus jeune et que j'ai pu quelque part compléter quand j'étais plus âgé. Ouais, c'est clair. Dis-moi, comment est-ce que tu es tombé dans le monde de la négociation? Parce que c'est quand même pas quelque chose qui est commun. Et visiblement, toi, en tout cas, je sais que tu as fait des études à Harvard sur le sujet, donc c'était clairement une décision de ta part, quoi. Mais j'aimerais comprendre le cheminement qui t'a amené à t'intéresser à ce domaine. Alors, je pense qu'il y a eu deux choses. D'une part, j'ai viens d'une famille où on est trois frères, donc je pense déjà dans l'entourage familial, on est obligé quelque part. J'étais le petit en plus, donc le troisième. Donc, mais c'est vrai, blague à part, j'ai toujours trouvé que la négociation était quelque chose qui me fascinait. Le mot, le contexte, le concept me fascinait beaucoup parce que j'ai compris assez vite, je pense que je me suis pas trompé, que les gens qui savent bien négocier réussissent mieux dans la vie des affaires, dans la vie personnelle, dans la vie amicale, familiale. Et donc, ça m'avait toujours fasciné ce concept que j'avais jamais pu vraiment conceptualiser. Et donc, c'est justement, j'en parlais il y a quelques instants, pendant ma scolarité à l'ENA,
à l'École nationale d'administration où j'ai pu faire une formation autour de la négociation qui m'a beaucoup appris. C'est ce que j'ai appris de plus intéressant à l'ENA, pour être honnête, et ce qui m'a un peu réveillé un intérêt majeur pour ce qu'on peut appeler la technique de la négociation, la méthodologie, et donc ce qui m'a permis de me plonger beaucoup plus dans la partie théorique de ce concept qu'on connaît tous, mais que finalement on maîtrise pas toujours, qui est la négociation. Qu'est-ce qui t'a étonné à l'époque? Qu'est-ce qui a fait que cette formation t'a touché alors qu'avant ça, tu avais peut-être des prédispositions, mais t'étais pas non plus en train t'étais pas en train de t'acharner déjà sur le sujet, quoi? Alors, ce qui a changé, c'est que j'avais une espèce de fausse certitude avant que les grands négociateurs étaient nés. Donc, que c'était une espèce de ADN qu'on avait à la naissance, ou pas. Et ce que j'ai appris pendant cette formation, c'est qu'on pouvait tous apprendre à négocier. Qu'il y avait des outils, des techniques, des méthodologies, que si on arrivait à les maîtriser, on pouvait tous apprendre à négocier. Et ça, c'est ce qui a un peu créé un déclic chez moi de dire, voilà, on peut tous apprendre à négocier, on peut tous s'améliorer, on peut tous avoir des nouvelles techniques, méthodes. Et donc, finalement, si on investit un peu de temps, un peu d'énergie, on peut être plus efficace. Et donc, c'est ça qui a peut-être créé un déclic chez moi de me dire, est-ce qu'il pourrait pas y avoir vraiment un domaine d'activité? Est-ce que je pourrais pas me consacrer à ça? Pour moi-même, pour les autres aussi, à développer cette compétence de négociation qui est pas toujours née, qui est plutôt développée par des acquis, par l'expérience et par des apprentissages. C'est drôle que tu dis ça parce qu'une des questions que je voulais te poser, c'est justement est-ce qu'on est d'une certaine manière bon négociateur ou est-ce qu'on le devient? En d'autres termes, est-ce qu'on se forme ou est-ce qu'il y a des gens quand même qui ont un talent? Et juste pour terminer le fond de ma pensée, c'est parce que dans le sport, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de sportifs sur le podcast et très souvent qui me disaient que paradoxalement, quand ils étaient jeunes, ils étaient plutôt pas les plus doués en fait dans leur domaine. J'ai un exemple qui me vient à l'esprit, c'est Renaud Lavillenie qui est perchiste, tu sais, enfin vraiment une superstar dans le monde du saut en hauteur et qui me disait mais en fait moi quand j'étais petit, j'étais plutôt pas le meilleur en fait dans mon cours de perche quoi. Ce qui est quand même assez fou, mais c'est pour ça qu'il s'est accroché et c'est pour ça peut-être qu'il a été plus loin, alors que quelqu'un avec plus de talent naturel, en fait, se serait un peu laissé aller. Et je voulais avoir ton sentiment sur cette question concernant la négociation. Ce que tu dis, c'est très intéressant parce que d'ailleurs, c'est une question classique, je dirais, dans des conférences, dans des formations. Est-ce que on est né ou fait ou on devient un bon négociateur? Ouais. Certes, il y a des gens qui sont plus ou moins doués d'une manière naturelle, mais je prends un exemple assez concret. Deux caractéristiques d'un bon négociateur, c'est la capacité d'abord d'analyse, de comprendre, d'analyser en contexte les acteurs, les enjeux, la chronologie, donc une partie très analytique, et une deuxième partie beaucoup plus autour de la communication. Il faut être capable, bien sûr, de partager, d'influencer, de convaincre, éventuellement d'être de la créativité, mais de communiquer avec l'autre partie. Ce qu'on observe, c'est qu'une manière naturelle, les gens qui aiment beaucoup analyser, c'est pas toujours les mêmes personnes qui aiment beaucoup communiquer. Autrement dit, on peut tous améliorer différents aspects de nos habilités, de nos caractéristiques, de nos capacités en tant que négociateur. Donc tout à fait d'accord avec ton analyse, parce que je suis tout à fait, je pense qu'un des pires ennemis en négociation et dans la vie, c'est un excès de confiance et le fait de se croire bon en quelque chose. C'est ce qui fait souvent qu'on va se tromper, on va pas se préparer, on va commettre des erreurs et finalement donc on va regretter ce qu'on a fait quoi. Donc effectivement, je suis tout à fait d'accord que cette envie d'apprendre, c'est peut-être ou cette conscience qu'on a des limites, c'est ce qui va nous pousser à nous améliorer dans beaucoup de choses dans la vie et notamment aussi en négociation, bien sûr. Donc toi, tu as envie de dire aux personnes qui nous écoutent, si vous avez envie de vous améliorer en négociation, allez-y, foncez, c'est possible et on peut tous s'améliorer quoi. Oui, absolument. Pas simplement en négociation, bien sûr, dans beaucoup de choses dans la vie, mais même dans des domaines limitrophes à la négociation, leadership, influence, communication, body language, enfin, même avec beaucoup d'autres disciplines qui sont assez proches, on s'améliore, mais c'est pas, il suffit de faire un exercice que je trouve assez formateur, que c'est d'observer des gens autour de nous qu'on admire, des gens autour de nous qu'on considère avec beaucoup de talent, qu'on considère qu'ils sont vraiment très successful ou qui nous impressionnent pour des raisons X, Y, et observer qu'il y a eu aussi un apprentissage. C'est-à-dire que on part pas de zéro pour arriver à 100. Donc cette notion d'apprentissage, cette notion en négociation existe toujours. Et ça me fait penser à une phrase très connue de Nelson Mandela qui disait en négociation, parfois j'y gagne, parfois j'apprends, mais je perds jamais. Cette idée que même en négociation, quand je vais être confronté, ce qui est peut-être le cas de beaucoup de nos auditeurs aujourd'hui, à des négociations complexes, difficiles, à des négociateurs très talentueux, très charismatiques, et qu'on se dit, voilà, je vais pas y arriver, je vais pas arriver à obtenir ce que je veux, je pourrais pas protéger mes intérêts, malgré dans ces contextes,
on apprend toujours des choses qui pourront nous être d'utilité pour d'autres négociations, pour nous-mêmes. On pourra corriger peut-être des choses qu'on a mal fait. Et donc cette notion d'apprentissage me paraît extrêmement fondamentale en négociation, bien sûr. Alors si ça te va, Edouard, j'aimerais bien qu'on commence maintenant notre petite masterclass négociation. Et ma première question, c'est quelque chose qui est revenu assez souvent sur ton compte Instagram que je suis, où j'ai vu que tu disais assez souvent que finalement, en bonne négociation, il n'y a jamais de perdant. La vraie négociation, en fait, c'est win-win, c'est-à-dire que les deux personnes vont avoir un bénéfice. Et ça peut paraître un peu pipeau, pour être honnête, quand on l'entend comme ça, parce qu'en fait, on se dit tous, non mais attends, moi si vraiment je négocie bien, c'est que moi je vais réussir à avoir mon propre intérêt. Je voulais savoir si tu pouvais expliciter, peut-être via des exemples concrets, qu'est-ce que tu veux dire exactement par là. Alors, c'est le concept de win-win, si tu me permets de mettre un peu en perspective, c'est un concept qui est pas simplement lié à la négociation, mais qui est lié aussi au leadership, qui est lié aussi à ce qu'on appelle la théorie des jeux et à plusieurs disciplines. Alors, ça veut dire quoi le win-win? C'est pas forcément l'idée que tout le monde va gagner, c'est d'abord que personne va perdre. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? On entend que si on va négocier avec quelqu'un et on obtient un accord qui est excellent pour moi, très très bon accord pour moi, mais peut-être pas satisfaisant pour toi, qu'est-ce qui va se passer? Déjà dans le court terme, peut-être tu vas pas accepter déjà, ou alors tu vas accepter un accord plutôt médiocre, tu vas pas tout accepter, tu vas accepter juste le minimum pour ensuite peut-être il y aura pas de suite, c'est-à-dire qu'il y aura pas d'avenir, il y aura pas d'autres négociations. Troisièmement, peut-être il y aura des problèmes d'image, de réputation qui peuvent m'entacher puisque tu vas dire à tout le monde, bah, écoute Edouard, il est pas trop sympa, il vaut mieux pas trop négocier avec lui. Donc ce qu'on observe, c'est que d'abord dans des situations gagnant-perdant, il y a un prix à payer qui est parfois extrêmement élevé en négociation. Surtout si on voit le long terme, l'image, la réputation, ce qui existe bien sûr dans nos relations commerciales ou économiques ou business. Deuxième point, c'est que on observe également que parfois avec les optiques gagnant-perdant, le gagnant n'arrive pas non plus à maximiser tout ce qu'il veut. C'est-à-dire que parfois on se retrouve dans une situation où oui j'ai obtenu ce que je voulais, mais peut-être pas complètement tout ce que je voulais. Donc d'où cette idée d'être toujours en perspective cette notion de win-win, parce que l'alternative ne nous plaît pas. Enfin, l'alternative win-lose ou gagnant-perdant ne nous plaît pas, dans le sens où on aura des conséquences en termes de relations, d'image, de continuité et tout ce qui va avec. Alors, un des exemples le plus célèbre de cette situation win-win, et si tu me permets, dans toute formation de négociation, tôt ou tard, on parle de l'orange. Alors, je ne sais pas si tu connais cette histoire, mais nous avons deux personnes qui se disputent pour une orange. Imaginons deux voisins qui se disputent parce qu'il y a donc un voisin qui a un oranger avec une belle orange qui tombe et là donc les deux voisins se disputent parce que l'orange était dans l'arbre des voisins, mais tout de suite l'orange est dans le jardin de son voisin, donc là ils vont rentrer dans une dispute. Imaginons qu'il y a une négociation compétitive, un peu agressive, avec même de menaces de dire voilà, si tu me donnes pas l'orange, je vais appeler la police, si tu me donnes pas l'orange, j'appelle les avocats, ou je vais garder l'orange, il faut que tu me frappes si tu la veux. Donc on voit la conséquence, gagnant-perdant. Deuxième hypothèse, on peut éventuellement manipuler. On peut dire, bah, écoute, je sais bien que l'orange est à toi, mais j'ai rien à manger, donc si je donne l'orange, je vais mourir. Donc manipulation classique. Et je vais responsabiliser l'autre des choses dont il n'a pas la responsabilité. Troisième hypothèse, ce qu'on va faire souvent en négociation, c'est arriver à un compromis. On connaît tous le non-compromis, le concept de dire, c'est pas bon, pas toi, pas moi, on va couper la poire en deux, on va couper l'orange en deux, puisque on veut préserver le lien avec l'autre. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de partager cette orange en deux ou d'une manière assez équitative. Quel est le problème? C'est qu'il y a toujours une certaine frustration. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se dire de quelle manière on pourrait gagner tous. Et là, on observe une réalité, c'est que souvent, en négociation, on a des intérêts qui sont différents, mais pas divergents. Et ça, c'est une notion clé en négociation. C'est-à-dire que nos intérêts sont différents, mais pas divergents. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? C'est que si on travaille un peu la notion de communication, de relation, de question, d'intérêt, on peut identifier que nous avons deux personnes qui se disputent la même orange, dont une pour faire un jus d'orange et l'autre pour faire un gâteau à l'orange. Si on identifie la véritable motivation, on peut donner pleine satisfaction à notre voisin à droite qui va garder tout le jus de l'orange et notre voisin à gauche qui va garder toute l'écorce de l'orange pour faire un gâteau à l'orange. Et donc en fait, ce qu'on observe, c'est qu'encore une fois, cette notion de win-win, c'est pas simplement un choix, je dirais, intellectuel ou un choix en négociation, une technicité pour obtenir quelque chose. C'est parfois on n'a pas de choix. C'est-à-dire que parfois on est dans des relations personnelles ou professionnelles, on peut pas
choisir d'avoir un gagnant en perdant. Et donc voilà. Donc je sais pas si l'exemple était un peu graphique, mais c'est un peu cette idée-là Il était génial parce que tu vois, moi, ce que je me suis formulé, c'est qu'en fait, dans ma tête, win-win, et la raison pour laquelle je pensais que c'était d'une certaine manière pas pipeau, mais j'avais pu avoir ce réflexe, c'est parce que dans ma tête, win-win, ça voulait dire compromis. Et en fait, tu as très bien expliqué dans cet exemple très concret que justement, en fait, ça ne veut pas dire compromis, mais que ça veut dire avoir une solution créative, finalement, qui soit différente et comprendre les enjeux profonds et réels de chaque intervenant, quoi. Exactement. Je pense que le mot-clé que tu viens d'évoquer, la créativité, c'est un mot-clé lié au win-win, c'est-à-dire que le win-win passe par la volonté des parties de se dire peut-être la solution n'est pas A, B, C ou D, c'est autre chose qu'il faut chercher ensemble avec des techniques de créativité, d'innovation pour aboutir à un accord qui puisse être, comme on dit, win-win. Mais aujourd'hui, je pense franchement déjà, enfin, je suis très sollicité par les entreprises pour accompagner, pour faire des coachings, pour faire des formations, conférences. J'ai pas trouvé, je vais être honnête avec toi, depuis une dizaine d'années, une seule entreprise qui m'a sollicité une conférence qui soit pas pour le win-win. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une prise de conscience. Effectivement, comme tu le dis, parfois on connaît pas trop exactement ce que ça veut dire le win-win, mais il y a une prise de conscience que on a besoin de ce win-win pour préserver le lien de long terme, l'image, la réputation et tout ce qui va avec. Et ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que tu fais bien la distinction avec la manipulation, parce que je pense qu'aussi une des idées reçues, c'est que qui dit bon négociateur dit manipulateur. Et dans ton exemple, c'était assez marrant, tu sais, oui, j'ai pas de quoi manger, etc. Typiquement, moi, je connais beaucoup de personnes qui sont bons d'une certaine manière en manipulation et en négociation, parce qu'ils jouent beaucoup sur l'affect, sur ce genre de choses, et donc ils ont le dernier mot. Mais comme tu le dis justement, bah ça, c'est pas très long terme comme vision, et ça marche une fois, mais après, c'est fini, quoi. Donc, ce que ça veut dire pour toi, c'est qu'un bon négociateur, en fait, c'est quelqu'un qui a réellement une stratégie plus long terme que juste là, je gagne ce deal. Absolument. Ce qui est lié aussi, comme tu le dis, la stratégie long terme est liée à une excellente préparation. Donc, nous, on dit que souvent, 90% de la réussite en négociation, c'est une bonne préparation. Et être bien préparé à négocier, c'est pas forcément connaître son produit, connaître son marché, connaître son service, connaître son client. Ça, c'est autre chose. Bien sûr, il faut connaître son client, son produit, son service. Être bien préparé, c'est plutôt lié à ce que tu viens d'évoquer, savoir quelle est ta stratégie. Est-ce que la stratégie, c'est de faire one shot où je vais vendre un max, par exemple, dans une relation financière ou une transaction financière et basta? Ou est-ce que c'est de me projeter sur le long terme? Et peut-être, je suis obligé, j'aime pas trop cette expression, mais je l'utilise quand même, de perdre quelques batailles pour gagner la guerre. Et donc, il faut être toujours conscient quel est mon objectif long terme. Est-ce que mon objectif, c'est préserver la relation avec l'autre ou pas? Peut-être pas, mais dans le business, c'est rare. Hein. Souvent, on a envie de préserver nos fournisseurs, nos clients sur le long terme. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Justement, qu'est-ce que je peux faire pour préserver ce long terme? C'est ça la stratégie. C'est-à-dire, la stratégie en négociation, c'est l'équilibre entre obtenir ce que je veux et préserver le lien avec l'autre. C'est ça. Et c'est un équilibre extrêmement difficile parce que effectivement chaque négo est unique, chaque contexte est unique, et donc c'est à nous, c'est à vous, à chaque négociateur, de choisir sa stratégie pour être efficace. Je voulais justement parler un peu de planification et de préparation parce que j'ai vu aussi que tu en parlais énormément. Et pourtant, je pense que peu de personnes se préparent réellement à la négociation. Souvent, on est un peu mis devant le fait accompli et puis là, on essaye de tirer de son chapeau justement, tu vois, quelques armes qu'on peut avoir. Il y a ceux qu'on la tchatche, il y a ceux qui vont réussir à manipuler, etc. Est-ce que tu pourrais peut-être me prendre par la main via un exemple et m'expliquer quelques grandes étapes justement d'une bonne préparation pour négocier, pour qu'on comprenne justement qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, de se préparer pour de la négociation, jusqu'où tu peux aller, qu'est-ce que tu peux accepter de perdre ou pas. Enfin, vraiment, je trouve ça hyper intéressant. Alors, trois niveaux de préparation déjà, que parfois on ignore. Donc, j'aime bien commencer cette idée de la préparation avec ces trois niveaux, ces trois étapes ou ces trois dimensions. C'est ce qu'on appelle l'auteur, l'acteur et l'être humain. Alors, c'est quoi ces trois niveaux? L'auteur, ça veut dire qu'il faut être capable d'écrire son bouquin sur la négociation qu'on va faire. Il faut être capable d'écrire le bouquin, c'est-à-dire de connaître les personnages, l'histoire, les intérêts, les données, les faits, la chronologie. Donc, il faut être capable d'écrire quelque part, hein, comme si c'était un romancier, et quelqu'un qui te dit, bon, qu'est-ce qui se passe avec cette histoire? Donc, je vais t'expliquer avec beaucoup de détails qui sont les parties prenantes, les parties impliquées, et tout ce qui va se passer, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut proposer. Donc, première dimension de préparation, c'est un travail, je dirais, plutôt intellectuel, plutôt personnel, ou en groupe d'ailleurs. Hein, ça peut se faire si on est dans une société avec d'autres collègues, d'autres partenaires, on peut préparer une équipe. Mais c'est plutôt un travail, je dirais, d'analyse, de contexte, d'écriture, pourquoi pas. Donc c'est ce qu'on appelle la préparation de l'auteur. Deuxième préparation, ce qu'on appelle l'acteur. Donc là, bien sûr, en anglais, on a deux mots qui sont pas identiques, c'est acting, performing. En français, ça peut être, je sais pas s'il y a deux mots comme ça, mais
sans doute, on n'est pas en train de on n'est pas en train de jouer un rôle pendant qu'on fait une négociation, mais on est en train d'utiliser au moins notre voix, notre corps, notre entourage. Ça peut être aussi le lieu où on va se réunir, le dress code qui peut être très important, la manière de s'habiller, la manière que est-ce que je suis trop habillé, donc du coup je vais négocier avec une start-up et j'arrive costume cravate, on dirait qu'il y a un contrôle des impôts. Si j'arrive trop décontracté pour négocier avec une banque, ils vont pas prendre au sérieux, donc ça peut être aussi important. Donc deuxième dimension de la préparation, ce qu'on appelle l'acteur, c'est comment je vais utiliser la voix, comment je vais utiliser mon corps, comment je vais utiliser la manière d'être habillé et le décor. Et ça se prépare aussi, bien sûr. Je peux me préparer à bien poser ma voix, bien répéter, comme font les acteurs, puisque j'anticipe quelques questions que je pourrais donc déjà, d'une certaine manière, me préparer. J'évoquais la manière d'être habillé et j'évoquais également le décor, c'est-à-dire le lieu où aura lieu la négociation. Aujourd'hui, c'est très virtuel, mais on peut préparer. Enfin, là, je me suis permis. T'as un exemple d'un cas où tu penses sincèrement que la partie donc acting, c'est-à-dire le décor, le lieu, les vêtements, t'ont toi aidé ou quelqu'un que tu connais à réussir à arriver justement à tes fins en négociation? Oui, je me rappelle très bien d'un contexte où j'ai dû accompagner un négociateur professionnel, un décideur, qui est un responsable très haut niveau d'entreprise, qui devait se confronter à une négociation plus complexe qui avait lieu dans un restaurant. Donc cette négociation avait lieu dans un restaurant. À l'époque pré-Covid, on pouvait encore. Et donc je me rappelle ce qu'on avait fait, c'est qu'on a préparé toutes nos séances de coaching dans ce restaurant. On allait déjeuner dans ce resto et toujours la même table, toujours assis à la même place, ce qui fait que le jour J, la personne m'a dit « écoute, je me suis tellement bien senti que c'était comme si j'étais chez moi. » Parce qu'effectivement, cette personne était chez moi, c'est chez elle, pardon, c'était un restaurant public, mais le fait d'avoir travaillé le cadre, on a bien sûr bien choisi la table. Pas toutes les tables sont les mieux placées. Il faut éviter les tables près de la cuisine, près des toilettes, peut-être à l'extérieur, il y a beaucoup beaucoup de distractions. Et donc, voilà un exemple où effectivement, cette partie peut être importante, le contexte, le cadre, pour pas évoquer bien sûr de négociations plus politiques ou plus diplomatiques, où ça peut être extrêmement important. Le lieu de la négociation, la discussion de la table, tous ces éléments qui peuvent être extrêmement importants. Et donc, troisième dimension de la préparation et dernière, c'est l'être humain, c'est-à-dire la capacité alors là, c'est la partie plus drôle. Souvent, les gens sont un peu surpris. C'est quoi la troisième dimension? C'est bien dormir, bien manger, faire un peu d'exercice et éviter les personnes toxiques. Ça aussi, c'est extrêmement important en Attends, négociation. éviter les personnes toxiques, qu'est-ce que tu veux dire? Alors, ce que je veux dire par là, c'est ça provoque souvent beaucoup de surprises. C'est que les personnes toxiques existent. Enfin, on le sait, il y a toujours Ouais. dans les entreprises, dans notre entourage, des gens qui sont toxiques à plusieurs niveaux, des gens qui sont très négatifs, très pessimistes, malveillants, même avec de la mauvaise foi, même avec une envie de nous faire du mal. Ça arrive, ça peut arriver. Donc, ce qu'on entend par là, c'est que, admettons que j'ai une négo très importante à 16 heures avec un client très important, je vais éviter entre 15 et 16 heures de négocier avec quelqu'un qui va prendre beaucoup trop d'énergie, par exemple. Hmm. Donc, éviter les gens toxiques, ça veut dire que si j'ai une égo très importante à 16 heures, j'essaye de me dégager l'agenda entre 14 et 16 pour me libérer, me préparer, me consacrer, me concentrer pour cet exercice. Ouais, donc tu as vraiment une préparation en fait physique, physiologique et mentale pour être dans le bon état Exactement. d'esprit, quoi, si je comprends bien. Exactement. Exactement. On a tous eu, je pense que toi, moi et toutes les personnes qui nous écoutent, des jours où on est fatigué, on a mal dormi pour des Ouais. raisons XY. Et qu'est-ce qui se passe quand on est plus fatigué? Enfin, quand on est très fatigué, c'est que on prête pas attention aux détails, on est plus émotionnel, on est plus agressif parfois, on n'est pas concentré. Et donc, la conséquence, c'est qu'on fait des erreurs et donc on paye le prix d'avoir mal dormi, par exemple. Ou qu'est-ce qui se passe si on fait pas un peu de sport, si on n'est pas un peu en forme? Tu vois, bon, on est fatigué simplement, on n'est pas à l'aise, et certaines négociations qui peuvent être extrêmement longues, donc on est fatigué, on n'est pas au top. Il faut pas oublier que négocier, on l'a pas dit, mais négocier c'est une activité physique Ouais. et mentale, mais c'est une activité physique. Enfin, il faut observer, il faut écouter, il faut s'exprimer, il faut analyser, et parfois il peut y avoir des éléments qui peuvent jouer contre nous. Je parle pas d'avoir du jet lag, ce qui peut être aussi un élément bien sûr très négatif, par exemple quand on se déplace à l'étranger, mais également le fait d'être fatigué, le fait d'être malade, pourquoi pas dans des périodes comme on vit aujourd'hui, on peut avoir parfois
voilà, en période de pandémie, on peut négocier pas en pleine forme, et donc ça, ce sont des éléments à prendre en compte. C'est drôle que tu évoques ça parce que une des questions que je voulais te poser, c'était la question du stress. Je me rappelle d'une négociation où je pense être arrivée à un win-win, justement parce que j'ai atteint une solution assez créative qui fait qu'en fait j'étais contente, la personne était contente et que finalement on a réussi à trouver vraiment un terrain hyper fructueux pour nos deux entreprises. Et en fait, j'étais hyper stressée, je me rappelle avant ce rendez-vous, typiquement pour toutes les raisons que tu évoques. J'étais dans un lieu que je connaissais pas, c'était un resto un peu chic et du coup je me sentais pas forcément à l'aise, enfin je le connaissais pas bien. J'étais la seule personne de mon équipe et quand je suis arrivée, ils étaient 4 de l'autre équipe, donc là, méga pression si tu veux. J'étais la plus jeune, j'étais la seule femme, enfin pas mal de phénomènes qui font que si tu veux, j'étais pas hyper à l'aise et je pense que je résiste assez bien au stress, donc je m'en suis sortie et au final, ça s'est très bien passé parce que les personnes étaient bienveillantes et voilà, ils voulaient trouver un accord. Mais du coup, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit comment est-ce que j'aurais pu me préparer pour réussir à être moins stressée dans ces circonstances où franchement, si la personne n'avait pas été aussi sympa, je pense que ça se serait pas très bien passé. Tu vois, typiquement, je pense que tu as cité plusieurs éléments qui font partie de ce stress du négociateur, c'est-à-dire peut-être une absence de préparation sur des éléments peut-être complémentaires. C'est pas l'objet de la négociation qui manque. Parfois, c'est les éléments autour qui vont nous. Je prends un exemple. Tu vas négocier un sujet extrêmement important et pour des raisons X, Y, ça nous est arrivé tous, hein, peut-être, on arrive tard. On arrive 3 minutes, 5 minutes tard. On est déjà stressé, on est déjà perturbé, on est gêné, on commence mal, quoi. Donc, est-ce qu'il veut pas mieux arriver 1 heure à l'avance, on va prendre un café, on se balade un peu, plutôt qu'arriver 5 minutes tard et tout rater. Tu vois, donc ces éléments qui paraissent un peu anecdotiques, souvent, et c'est là où dans des conférences, dans des formations, les gens sont très attentifs, c'est que on prête beaucoup d'attention à ce qui est important, sans doute, mais on prête pas attention à d'autres choses qui sont extrêmement importantes aussi et qu'on pense pas, c'est que ça peut être un peu anecdotique. Alors c'est pas du tout anecdotique, c'est fondamental, effectivement. C'est drôle parce que dans ce que tu dis, ça m'évoque le fait que finalement la négociation, tu parlais de performance, donc du fait d'être un peu un acteur, me rappelle beaucoup une prestation de prise de parole en public. Donc toi, ce qui est paradoxal et drôle, c'est que tu vis les deux, puisque je sais que tu es conférencier et que tu parles beaucoup. Alors hors Covid, tu faisais énormément de conférences et en même temps, bah voilà, la négociation, c'est aussi une forme de prise de parole en public. Alors parfois, il y a que 2 personnes dans la salle, mais on est aussi en train d'un peu faire le show, quoi, si je comprends bien. Tu trouves aussi qu'il y a un lien finalement entre ces 2 activités? Il peut sans doute, surtout pour la partie. Il faut pas oublier, encore une fois, je suis désolé d'être un peu technique, que la négociation c'est 3 parties. C'est la préparation, la négociation et l'évaluation, donc la capacité d'évaluer ce qui s'est passé. Sans doute la première partie, la préparation, ce qu'on vient d'évoquer, mais pour la deuxième partie, il y a une partie effectivement où il faut être, j'irai pas jusqu'à dire aller dans la séduction, mais quelque part il faut être capable de vendre ses idées, il faut être capable de créer un climat de confiance, il faut être capable de communiquer avec beaucoup d'assertivité, il faut être capable d'écouter avec beaucoup d'attention, beaucoup de bienveillance. Donc effectivement, ça c'est une partie, que ce soit face à face, remote, présentiel, par téléphone. Donc effectivement, il faut être attentif parce que on doit transmettre. Je pense que le mot clé en négociation et pas que dans d'autres domaines aussi, c'est la notion de confiance. Et pour transmettre de la confiance, c'est pas simplement avoir des bonnes idées, c'est pas avoir des éléments factuels, c'est d'avoir une manière de transmettre un message qui transmet justement cette confiance à nos interlocuteurs, à nos partenaires avec qui on veut arriver à un accord. C'est intéressant. Alors justement, ce mot de confiance, je pense qu'il est forcément inscrit dans la durée aussi, parce que j'imagine que si jamais tu fais un sale coup à quelqu'un, bah, la confiance, elle se brise et c'est assez difficile à récupérer. Est-ce que tu pourrais me dire, je ne sais pas s'il y a des techniques ou si tu as constaté des choses, mais comment réussir justement à susciter quelque chose d'aussi impalpable, aussi émotionnel que de la confiance, d'autant plus quand c'est une négociation peut-être parfois pas sur des mois, mais assez rapide, ça doit être assez difficile. Je pense à des cas, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, mais de négociations, par exemple, face à des conflits forts ou à des terroristes, enfin, ce genre de négociations. Utiliser la confiance comme argument dans ce genre de cas, on se dit c'est quand même dingue. Donc comment tu fais pour réussir face à des situations extrêmes comme ça, à susciter la confiance? Alors, c'est une très bonne question et je pense franchement que tu évoques un mot-clé, confiance, qui est un mot d'avenir. Je pense que d'ici quelques années, il y aura, je m'anticipe un peu, des départements confiance dans les Ah ouais. entreprises.
Ouais. Je suis assez persuadé qu'il y aura de responsables confiance. Pourquoi? Parce que, comme tu le disais, perdre la confiance de ses consommateurs, de ses fournisseurs, de ses clients, c'est une catastrophe Ouais. dans tous les business. Je pense qu'il n'y a pas de C'est très distinction. difficile à récupérer. C'est très difficile exactement à récupérer, c'est difficile à... Et donc ça se trouve qu'on a on a la chance qu'il y a beaucoup de chercheurs qui sont en train de travailler ce sujet, notamment j'y pense à la professeure Francis Frey, de l'université d'Harvard, qui a publié d'ailleurs un article très intéressant où elle dit que la confiance, c'est trois choses que j'ai partagé avec toi parce que ça a un peu changé ma vie, et ça a été publié en mai-juin 2020. Donc tu vois, une période intéressante que l'article soit publié à ce moment-là dans la Harvard Business Review, donc qui est une revue de référence dans le domaine du business, du leadership, de la négociation. Et donc, ce qu'elle dit, elle dit que la confiance, c'est trois choses, trois piliers, l'authenticité, la pensée logique et l'empathie. Et donc, elle dit que si tu veux inspirer la confiance chez les autres, il faut être capable de travailler ces trois dimensions. Donc d'abord, être authentique, ça veut dire quoi être authentique? Être soi-même, pas être fake, pas mentir, pas jouer quelqu'un d'autre, mais s'accepter soi-même pour le mieux, pour le pire, et donc pas jouer un rôle, pas vouloir être quelqu'un d'autre. Et on a tous en tête des artistes, des hommes politiques, des intellectuels, des hommes d'affaires qui sont authentiques et d'autres qui sont un peu en copy-paste de quelqu'un d'autre. Deuxième dimension, il faut être extrêmement factuel. Donc ce qu'on appelle logical reasoning en anglais, donc la pensée logique. Il faut être extrêmement concret. Donc tout ce qu'on dit, on essaye de le justifier avec des éléments, des données factuelles. Et donc ça va inspirer la confiance. Et troisième élément, c'est l'empathie. Alors l'empathie, ça pourrait nous donner lieu encore à notre podcast de 2-3 heures, parce que c'est un sacré sujet. Mais j'aime bien un bouquin dont le titre explique très bien, à mon avis, ce que c'est l'empathie. Le titre en anglais, c'est Ego is the enemy. L'ego est l'ennemi. Et je pense que avoir l'empathie, c'est tout l'opposé d'avoir l'ego. Avoir l'ego, être égocentrique, égoïste, c'est tout l'opposé de l'empathie. Donc, pour reprendre ta question, comment on fait pour inspirer plus de confiance? C'est trois choses. Être soi-même, être très concret, très factuel, pas exprimer des opinions, mais plutôt des faits. Et troisième, faire preuve d'empathie, c'est-à-dire cacher son ego, gérer son ego, s'intéresser à l'autre et montrer qu'on n'est pas un ennemi, mais plutôt un partenaire avec qui on peut faire des choses ensemble. Voilà une recette que je trouve assez magique pour inspirer la confiance. Écoute, je te remercie de m'avoir partagé. Je vais me la noter parce que pour le coup, je la trouve effectivement hyper concrète. Et surtout, je trouve qu'elle est assez paradoxale. Enfin, dans ma tête, paradoxale parce que pour moi, authenticité et être très result-oriented ou fact-oriented, comme tu dis, souvent, en fait, ça peut paraître incompatible parce que je me dis quelqu'un qui est authentique, c'est quelqu'un qui est méga spontané, quelqu'un qui est, tu vois, qui se laisse un peu aller. Et à l'inverse, quelqu'un qui est très orienté chiffres, quelqu'un qui est très dans la planification, bah, tu te dirais que justement, il est dans le contrôle et donc il laisse pas beaucoup de place à l'authenticité. Donc le paradoxe, c'est qu'il faut réussir à rassembler les deux, en plus avec de l'empathie, donc ce qui n'est pas évident, je peux imaginer. Mais je trouve ça intéressant de se dire ça. Est-ce que tu crois du coup que là on sort un petit peu de la négociation pure, on parle plus effectivement de leadership, de développement personnel, mais je sais que c'est des sujets qui t'intéressent aussi. Tu penses que c'est une erreur que d'essayer de paraître tel qu'on n'est pas, c'est-à-dire de cacher ses faiblesses, en négociation, en fait, paradoxalement, il vaut mieux, et même dans la vie, j'imagine, essayer d'être soi-même plutôt que d'essayer d'avoir un rôle. Tu parlais d'acteurs, d'hommes politiques qui, justement, ne sont pas forcément très authentiques et ça se sent. Ce que tu veux dire, c'est que l'être humain, imperceptiblement, sent quand la personne n'est pas vraiment authentique ? Ah oui, absolument, absolument. Il y a d'ailleurs une phrase, je ne sais pas à qui est attribuée, donc si jamais les auditeurs le savent, ils pourront nous le dire, qui dit « On peut tromper quelqu'un pour toujours ». Où on peut tromper tout le monde pendant 1 heure, mais on ne peut pas tromper tout le monde pendant tout le temps. Toujours. Donc je pense que pour toujours, exactement. Donc je pense que c'est très vrai, c'est-à-dire que l'idée d'avoir un masque, sujet d'actualité parce qu'on a tous des masques aujourd'hui pour des raisons médicales, enfin pour des raisons santé publique, mais l'idée d'avoir un masque dans le business, dans nos relations personnelles, peut être très attractif parce qu'effectivement on peut choisir son masque. Bah oui. Et on peut se dire voilà, là je vais être le type sympa, le type ouvert, le type flexible, le type autoritaire, le type je sais pas quoi, alors que toute la difficulté c'est de se projeter sur la durée. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé avec des entreprises françaises ou étrangères qui travaillent sur des projets qui ont une durée moyenne de 15 ans. Ouais. Donc, effectivement, quand on est sur le one-shot, on peut faire ce qu'on veut, mais quand on est dans des business où on a des relations personnelles, des relations business, des projets qui sont sur le long terme, avoir un masque, c'est fatigant. C'est même
parfois impossible. Effectivement, après, c'est le prix à payer de cette manque d'honnêteté, de transparence, sincérité. Alors, transparence, ça ne veut pas dire non plus tout dire, mais ça ne veut pas dire éventuellement partager ses intérêts, mais pas toujours l'intensité de ses intérêts. Donc, il peut être un point d'équilibre. Mais effectivement, je suis tout à fait d'accord que l'idée d'avoir un masque peut se justifier pendant un court moment, si besoin, mais c'est très fatigant, c'est très compliqué, et pas tout le monde est capable de le faire d'ailleurs. Donc, c'est quand même une expertise compliquée à gérer. J'aimerais revenir aussi sur le concept d'empathie. Tu me disais qu'on allait pouvoir en parler pendant 2-3 heures. On va pas le faire, mais quand même, j'aimerais bien comprendre pour toi qu'est-ce que c'est l'empathie et comment est-ce qu'elle peut se manifester dans la vie quotidienne, on va dire, mais aussi évidemment dans un cadre de négociation. Alors, je prends un exemple, c'est pas moi qui a trouvé cet exemple, mais qui me paraît très pertinent. Imaginons qu'on travaille dans une boîte, on est une trentaine de collaborateurs, et il y a un jour un photographe qui vient nous prendre en photo. Et on prend une photo tous les 30, face à l'immeuble où on travaille. Et 2 jours après, on reçoit un email qui dit « Voici la photo que nous avons prise de l'ensemble de l'équipe. Vous ouvrez la photo, il faut être honnête, qui est la première personne que vous allez chercher sur la photo ?» C'est probablement nous-mêmes, n'est-ce pas? C'est nous-mêmes. Donc, d'une manière assez naturelle, l'être humain est égoïste. Enfin, il faut être honnête. On a un esprit un peu égoïste. Il faut l'avouer. Donc, c'est quoi l'empathie? C'est tout ce qu'on doit faire pour éviter ça, parce que cet égoïsme qu'on peut avoir des conséquences en termes de confiance, en termes d'image, en termes de réputation, en termes de relations, en termes de créativité. Et c'est tous ces éléments-là qui vont nous faciliter ou empêcher une bonne négociation. Business, personnel ou professionnel. Donc, je dirais pour résumer, peut-être l'empathie, c'est, alors je ne sais pas si c'est une définition très orthodoxe ou pas, mais c'est lutter contre notre égoïsme d'une certaine manière, ce qui est très difficile, parce qu'une manière assez spontanée, assez naturelle, on a tendance à penser à nous, à moi, et on oublie les autres. Et donc, c'est effectivement un exercice qu'il faut pratiquer. D'ailleurs, si je ne m'abuse pas, je pense qu'il y a des systèmes éducatifs, je pense que c'est la Norvège, si je ne me trompe pas, où l'empathie fait partie du parcours chez les enfants. Donc déjà, les enfants apprennent l'empathie, qu'est-ce que ça veut dire, se mettre à la place de l'autre, faire un exercice un peu d'empathie finalement pour mieux nous comprendre, ce qui est quand même l'enjeu plus important aujourd'hui. Ouais, tu disais se mettre à la place de l'autre. Ça, j'ai remarqué moi-même pour l'avoir un tout petit peu pratiqué déjà dans la vie quotidienne et puis en négociation, que c'est assez puissant pour créer une forme de confiance ou en tout cas de connexion. C'est-à-dire ne pas toujours rester dans sa posture et se dire non mais moi c'est ça qui compte pour moi, etc. Mais se dire et se poser sincèrement la question, si j'étais à sa place, qu'est-ce que je voudrais, tu vois, et réussir à faire comprendre à l'autre qu'on l'a fait avec sincérité, ça peut être, je trouve, assez puissant comme moyen justement de créer une connexion ou peut-être de la confiance. Extrêmement puissant. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être l'habilité, la capacité ou la caractéristique la plus importante chez le bon négociateur, le grand négociateur, la capacité de comprendre l'autre, de se mettre à la place de l'autre. Pourquoi? Parce que, je reviens un peu sur cette notion d'égoïsme, parfois on pense que les autres veulent ce qu'on veut. Alors, ils s'intéressent pas du tout à ce qu'on veut. Ouais. Moi, je fais souvent un exercice en formation, et j'aime beaucoup le faire, en présentiel, en distanciel. J'ai dit aux participants, imaginons que je vous donne 1 000 €. C'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup quand même. Enfin, 1 000 €, c'est un geste sympathique quand même, de la part d'un formateur qui file 1 000 € à chacun. C'est clair. Il faut en profiter. Et j'ai posé cette question et j'ai dit, je vous donne 1 000 €, mais vous avez 5 minutes pour dépenser 1 000 € online. Vous pouvez acheter ce que vous voulez, mais vous avez que 5 minutes. C'est extraordinaire. La diversité d'intérêts. Il y a un type qui va dire j'achète un vélo, des vêtements, une bouteille de vin. Chacun aura ses passions, ses intérêts, et c'est ça qui est très intéressant. Donc la capacité de pas trop juger l'autre, la capacité de pas trop anticiper ce qu'il veut, mais plutôt s'intéresser, plutôt écouter, plutôt, comme tu le dis, se mettre à la place de l'autre, y compris parfois physiquement. Ça veut dire parfois j'en sais rien, se déplacer là où il habite, rencontrer un peu son entourage, ça nous donne une perspective complètement différente. Et c'est vrai que ça, c'est pas toujours évident. Enfin, je prends toujours cet exemple, vous conduisez une voiture, vous voulez sortir de l'autoroute, vous voyez, et parfois il y a souvent des gens qui essayent de griller, vous voyez, d'avancer, ce qui n'est pas très sympa parce qu'il y a un fil quand même, donc des gens qui, dernière minute, admettons que cette personne va voir son fils qui est malade à l'hôpital. Est-ce que tout d'un coup, vous êtes beaucoup plus compréhensif? Bah oui, effectivement. Peut-être pas, peut-être c'est juste un salaud. En fait, donc, il faut toujours trouver cet équilibre. Parce que, attention, on parle beaucoup d'empathie, mais une empathie extrême peut être extrêmement négative en négociation. Car on s'oublie soi-même.
Et donc, ce qu'il faut trouver, c'est un équilibre entre l'ego et l'empathie, ce qu'on appelle, on a un mot très juste en français, c'est l'assertivité. Il faut être assertif. C'est-à-dire, il faut trouver ce point d'équilibre entre moi et l'autre. Parce que si c'est que moi, je suis égoïste, et donc on a vu les conséquences. Si c'est que l'autre, c'est un extrême d'empathie, donc on va s'oublier soi-même. Donc il faut trouver un point dans lequel on va être capable de protéger nos intérêts et préserver la relation de long terme avec nos interlocuteurs. Passionnant. Écoute, j'ai encore quelques petites questions pour toi si tu es encore, disposé. Avec plaisir. Tu dis, je crois beaucoup que, et c'est là aussi un paradoxe, c'est quand même fou, un bon négociateur parle peu et il écoute beaucoup. Alors que l'image d'Épinal, c'est exactement le contraire. C'est le mec qui a la tchatche et qui va, ou la fille bien sûr, qui va en permanence parler et un peu impressionner son audience ou la personne en face et du coup le convaincre et lui vendre quelque chose. Donc ça m'intéresse de savoir ce que tu veux dire par là et pareil si tu as des exemples concrets de en fait mais pourquoi est-ce qu'un bon négociateur parle peu et écoute beaucoup? Alors ça je me rappelle, j'ai rentré je me rappelle plus, je rentrais, j'étais gare du Nord à Paris et j'ai pris un taxi pour rentrer chez moi. J'habitais dans le 5e à l'époque. Et je me rappelle le chauffeur taxi très sympa, on échangeait, vous faites quoi à la vie? Donc je lui ai dit bah écoutez, je suis formateur, consultant, coach en négociation. Et il me posait la question la plus difficile, il m'a dit est-ce que vous pouvez me donner un conseil? Ouais. J'allais peut-être te la poser. J'anticipe. Et effectivement, 10 conseils, c'est facile. 3 à 4 conseils, mais un seul. Ouais. Et lui, il était vraiment très sympa. Il me dit, non, mais je veux un seul conseil. Je dis, bon, d'accord, écoutez, je vais réfléchir. Et donc, le conseil que je donnais, c'est effectivement le point que tu viens d'évoquer. En négociation, il vaut mieux écouter que parler. Alors, c'est un paradoxe, parce qu'on imagine, on a en tête des grands négociateurs qui sont des grands orateurs, très charismatiques, très talentueux, avec beaucoup d'énergie. Alors, si on analyse un peu, si on observe ce qui se passe pendant la phase d'écoute, il va se passer au moins 3 choses pendant la phase d'écoute. D'une part, c'est que on obtient de l'information, ce qui est fondamental. On écoute, on pose des questions, on écoute, donc on obtient l'information, verbale, non verbale, on obtient beaucoup d'informations. Deuxièmement, on crée un capital de sympathie, on investit un peu sur la relation parce qu'on aime tous qu'on nous écoute en fait. Donc quand on est écouté, on aime bien l'écoute, on se sent respecté, on se sent légitime. Et troisièmement, ce qu'on va faire avec l'écoute, c'est que malgré tout, celui qui a le pouvoir, c'est pas celui qui parle, c'est celui qui écoute, car on peut diriger la négociation avec les questions et l'écoute. Je prends un exemple, tu vas négocier un contrat et tu commences à poser beaucoup de questions financières. Bah, la négo va être plutôt financière peut-être, ou beaucoup de questions logistiques, ou beaucoup de questions juridiques, ou beaucoup de questions, de communication politique, ou je sais pas quoi. Donc en fait, on peut diriger la négociation, rien que par les questions qu'on va poser pendant cette phase de négociation. Et donc on sait bien que celui qui a le pouvoir, c'est pas toujours celui qui parle, c'est celui qui écoute, car encore une fois, il va récupérer les infos, il va créer un capital de confiance avec l'autre partie, et finalement, il pourra même quelque part diriger la négociation par ces questions là où il veut aller. Donc le bon négociateur parle peu, mais il pose des questions. Exactement. D'où l'adage, par ailleurs, attribué à un philosophe grec, Épithète, qui disait « on a 2 oreilles et une bouche pour écouter le double et parler la moitié ». Donc, d'ailleurs, il disait, pour être plus précis, il disait on a la capacité d'observer, d'écouter double que de parler, parce qu'on a des yeux, des oreilles et une seule bouche. Quoi. Donc c'est très inspirant ça, je pense, en négociation. C'est clair. Edouard, écoute, je te remercie 1000 fois parce que franchement, c'était passionnant comme masterclass et j'aurais encore en vrai plein de questions à te poser. Mais donc peut-être qu'un jour, on fera une redite. En tout cas, si les personnes qui nous écoutent veulent te poser des questions, je crois que tu es quand même assez présent sur Instagram, sur LinkedIn et donc ils pourront toujours le faire. Mais je ne vais pas te laisser partir tout de suite. J'ai encore quelques petites questions. Déjà, j'aimerais avoir ton plus grand souvenir de négociation. Je veux que tu me racontes l'histoire de dingue qui t'est arrivée une fois. Je sais pas, le truc qui t'a ému le plus, qui t'a surpris le plus, qui t'a marqué le plus. Si tu as un souvenir lié à ton métier, à ton activité de négociation, qui te vient à l'esprit comme étant une histoire folle. Oula, c'est... Peut-être pas. On revient sur la question de un seul conseil. Ouais. Je suis un peu vicieuse, tu vois, je t'ai laissé le conseil. Écoute, je vais remonter un peu dans le temps et je vais partager des moments que j'ai eu de négociation ou des projets très complexes à l'époque où j'étais dans le service public en fait. J'ai fait quelques années au ministère de la Justice à Paris et là on travaillait sur un projet extrêmement ambitieux. Un projet extrêmement ambitieux européen avec des pays d'Amérique latine. Donc il y avait
plusieurs acteurs impliqués. Il y avait les Nations Unies, la Banque mondiale, la Commission européenne. Il y avait plein de pays européens, plein de pays d'Amérique latine. Et ça a été pour moi, je parle d'il y a quelques années déjà, une bonne quinzaine d'années. Le projet continue aujourd'hui, c'est un projet toujours d'actualité, mais pour moi c'était une expérience de négociation extraordinaire, car il y avait tous les éléments de complexité, de difficulté, de richesse qu'on peut trouver en négociation, c'est-à-dire que il y avait des cultures différentes qui étaient présentes, des enjeux, des intérêts parfois contradictoires, parfois pas. Il y avait une volonté long terme, il y avait des difficultés court terme, il y avait un aspect médiatique qui pouvait difficulter à certains moments. Il y avait des difficultés logistiques aussi, puisqu'on négociait avec des pays qui étaient à l'autre bout du monde, donc parfois il fallait se déplacer, parfois il fallait négocier à distance, à l'époque où on n'avait pas encore eu la pandémie pour nous actualiser nous tous avec des systèmes remote de communication. Donc ça pour moi ça a été, si j'y pense aujourd'hui en termes de waouh, quelle a été la négociation la plus complexe, celle qui a pris plus d'éléments à la fois théoriques et pratiques, ça a été ce projet européen, un projet de la Commission européenne pour lequel j'ai été impliqué pendant plusieurs années, encore une fois entre l'Union européenne et des pays d'Amérique latine et d'autres entités qui ont été impliquées, Banque mondiale et Nations Unies, où il y avait, je n'oserais pas exagérer, mais il y avait quand même des centaines de personnes impliquées. Donc vous imaginez la complexité qu'il peut y avoir à un moment donné pour rien que d'un point de vue agenda, priorité, et on voit tous les problèmes parfois d'ego également, de besoin de briller, de besoin de se faire remarquer, et donc ça a été une expérience extrêmement importante. Et puis un deuxième exemple, si tu me permets, plus dans le domaine un peu de mes activités quotidiennes, ça a été un projet pour un grand groupe français qui m'a sollicité pour accompagner, pour former 400 collaborateurs worldwide. Et ce qui a été passionnant pour moi, j'ai formé des gens de l'Australie, Chine, Inde, Middle East, Canada, États-Unis, bref, tout le monde. Ça a été de voir que finalement, donc 400 participants du monde entier, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années même, voir que finalement, on est assez proche en négociation. Finalement, peu importe quel est notre pays, quel est notre contexte, quel est notre âge, quelle est notre sensibilité, notre religion, on est tous assez proches, on fait face aux mêmes difficultés, c'est-à-dire gérer nos émotions, être dans la créativité, préserver le long terme, bien se préparer. Tout ça sont des enjeux qui sont assez transverses. Donc ça aussi, ça a été une expérience pour moi, cette fois-ci pas en tant que négociateur, en tant que coach, en tant qu'accompagnateur, de dire voilà, tous ces projets qu'ils gèrent, ces gens-là, ils sont assez proches finalement. Ils sont très éloignés de l'Australie au Canada, de l'Argentine au Danemark, de Paris à je sais pas où, mais finalement, on fait tous face au même type d'enjeux, au même type de difficultés. Voilà un peu deux exemples comme ça qui me viennent un peu à l'esprit. Bah, je te remercie, c'est hyper cool d'avoir partagé ça avec nous. Alors maintenant, dernier moment de cette interview, c'est mon crible. Des questions, tu verras, un petit peu plus personnelles, parce que finalement, on a peu parlé de ton parcours malgré tout. Est-ce que tu pourrais me parler, s'il te plaît, Édouard, d'un de tes grands échecs Est-ce que tu en as tiré comme enseignement, si jamais tu en as déjà vécu un? Alors, je ne sais pas si c'est... alors, c'est un peu plus perso, sans doute. Je ne sais pas si c'est un échec, mais c'est un épisode de ma vie qui m'a beaucoup réveillé, qui m'a beaucoup apporté aussi. J'avais une trentaine d'années, à peine une trentaine d'années. J'habitais Paris, j'étais avocat d'affaires dans un cabinet. J'avais une vie amicale, personnelle assez riche et sympa. J'étais propriétaire de mon appartement à Paris, donc j'avais quelque part un cadre assez, et j'ai décidé de tout quitter, tout partir, et je suis parti aux États-Unis, je suis parti à New York pendant une année pour me consacrer encore plus à l'arbitrage et la médiation de la négociation. Donc j'ai repris mes études quelque part. Et ça, je dirais pas ça a été un échec, mais ça a été quand même, le début a été très difficile. Parce que je venais d'un monde très confortable, habiter Paris, où j'avais quand même un peu, entre guillemets, réussi quelques parcours un peu un peu exotiques ou un peu original, mais en tout cas, j'avais mon petit confort de vie professionnel, personnel, financier, et tout d'un coup, je me retrouve quelque part à recommencer à zéro à New York, être étudiant quelque part, et donc ça a été, je dirais peut-être pas un échec, ça a été une difficulté. J'avais pas assumé, on va dire comme ça. Je n'avais pas imaginé que ce serait si compliqué de démarrer à nouveau à zéro. J'imaginais que par mon expérience, par mes années, un excès de confiance, on en parlait tout à l'heure, je me disais, si j'ai réussi de faire ça à Paris, je vais réussir aux États-Unis. Alors, ça n'a pas été le cas, parce que c'est pas forcément très grave, puisque ce que j'ai appris ces années-là, ça m'a permis pour faire des choses aujourd'hui, sans doute. Mais ça a été quand même un échec de pas anticiper que parfois on fait face à des choses difficiles quand même. Voilà, j'allais te demander quel était l'enseignement finalement de cette décision qui a été difficile.
Je dirais justement, c'est l'enseignement, c'est qu'il faut toujours anticiper ce qui peut se passer. Il faut toujours se préparer. Il faut pas avoir beaucoup de certitude. Il faut avoir une certaine humilité. Il faut pas se dire que puisqu'on a réussi quelque Mmh. chose XY, on va toujours le réussir ailleurs. Ouais. Et donc une certaine modestie quelque part de se dire voilà, enfin, j'ai commencé à zéro quelque part et ça vient marcher. Je recommence zéro ailleurs et ça marche pas forcément ou ça marche pas comme j'aurais imaginé que ça pouvait marcher. Ouais. On se retrouve un peu C'est pas beaucoup plus facile la deuxième fois, en fait. exactement, exactement. On pourrait le dire comme ça. C'est pas toujours. Alors peut-être que c'est facile la troisième, puisqu'on a pris la Peut-être. deuxième. Et donc du coup, on a déjà l'expertise, sans doute. Oui. Génial. Encore une question. S'il y avait quelque chose à refaire dans ta vie personnelle, professionnelle, qu'est-ce que tu referais différemment? Alors très bonne question aussi. Toujours. Alors d'un point de vue pro ou perso, c'est une évidence, mais je vais le dire quand même. Les deux, hein, pro et perso, j'aurais perdu moins de temps. J'aurais été plus efficace peut-être. J'aurais été plus efficace avec mes choix, j'aurais été plus efficace avec mes erreurs, j'aurais été plus efficace avec le temps que j'ai consacré à des choses qui valaient pas la peine. J'aurais été plus efficace, oui. J'irais plus au but. Enfin, si Droit au j'aurais pu, but, quoi, ouais. bien sûr. Donc Mais prendre des décisions plus rapidement, changer d'avis plus vite, c'est ça? oui, peut-être exactement. Et puis accepter la réalité aussi. Enfin, Hmm. parfois on n'accepte pas la réalité. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas des choses qu'on va pas y arriver. C'est pas grave, mais on peut arriver à faire autre chose, quoi. Mais c'est Ouais. pas la peine de s'obstiner, s'obséder, se forcer. Donc, je dirais peut-être à refaire, c'est pas perdre beaucoup de temps. La vie est courte, hein, le temps passe vite. Et si on perd beaucoup de temps, après, on fait pas autre chose, quoi. C'est ça le problème. C'est être efficace, être dans la Donc prise de maintenant, décision c'est efficace. Ouais. bam, 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 tu prends tes décisions beaucoup plus vite. J'essaye, oui, j'essaye. D'ailleurs, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, même énormément. C'est le sujet de. On parlait tout à l'heure que la confiance va être un sujet d'avenir pour les entreprises, et je pense que la prise de décision aussi. Je Ouais. pense on n'a pas de méthode de prise de décision. En fait, on n'apprend pas. J'ai étudié pendant 2 ans de latin à l'école quand j'étais petit. Ça sert pas à grand chose le latin quand même. Mais, enfin, bon, j'espère pas offenser personne, mais j'aimerais bien à prendre des décisions. Par exemple, il y a Ouais. des méthodes, il y a des techniques, il y a même des bouquins, bien sûr, qui se publient sur le sujet, beaucoup de recherches. Et donc, je pense qu'être efficace dans la prise de décision, c'est extrêmement important. Et puis dans un Ouais. monde de suranalyse et on peut le dire quand même aussi de surprotection, la prise de décision n'est pas forcément ce qui est le plus valorisé. Oui, oui, et puis on est submergé avec beaucoup d'infos. Mm. J'ai lisé il n'y a pas longtemps que l'humanité a produit plus d'infos les 30 dernières années que les 5000 années précédentes. Donc effectivement, on est tellement submergé par Ouais. des infos que faire le Ouais, bon ouais, choix n'est pas toujours évident. bien sûr. Et on a toujours le regard des autres, ça nous fait peur d'être jugé, ça nous fait peur Mm. d'être critiqué, même par nous-mêmes. Donc voilà, effectivement, peut-être cette capacité d'être efficace dans la précision est importante, je pense. Ouais. Bah écoute, Donc Edouard, si la jamais négo tu... peut nous aider, la négo peut nous aider, sans C'est doute. clair. Si tu te lances dans le sujet de l'analyse de la prise de décision, je serais curieuse de te réinviter sur le podcast pour que tu m'en parles plus en profondeur. Ça sera avec Euh, plaisir. Encore trois dernières questions. Est-ce qu'il y a une maxime, une citation qui te parle particulièrement? T'en as déjà cité un certain nombre et je sais sur ton compte Insta que t'en cites souvent. Mais est-ce qu'il y a justement des mots qui te touchent particulièrement que tu pourrais partager avec nous? Oui, je vais revenir un peu sur cette vocation musicale parce que j'aime beaucoup la musique et je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses des artistes, des musiciens qu'on admire. Et je vais citer un artiste que j'aime beaucoup et qui m'inspire beaucoup, à vrai dire. C'est Bruce Springsteen, le chanteur américain, Bruce Springsteen, qui dans une chanson des années 73, si je ne m'abuse pas, alors qu'il était très pauvre, il n'était pas successful, il était pas, il chantait dans une chanson qui s'appelait Rosalita, il disait I'm not here for business, I'm here for fun. Je suis pas ici pour les affaires, je suis pas ici pour l'argent, Hmm. je suis ici pour m'amuser. Donc il a écrit ça en 73 quand il était pauvre, hein, quand il était assez modeste, chanteur très peu connu. Il n'a pas réussi que finalement d'un point de vue critique 75, financier dans les années 80 et 85, il a été milliardaire, mais il continue à jouer cette chanson. Alors je trouve très inspirant quand il chante cette phrase, quand on est au Stade de France, 80 000 personnes, et qu'on sait qu'il est payé peut-être 1 million, 2 millions de dollars pour cette soirée-là, et qu'il dit I'm not here for business, I'm here for fun. Et qu'est-ce que j'en tire comme conséquence de cette phrase et de cette chanson, c'est que je pense que pour réussir, il faut s'amuser. Il faut pas réussir pour l'argent, il faut pas réussir pour la réussite en soi. Il faut donc ça m'inspire beaucoup
voilà, cette phrase, cette chanson peut-être, et notamment quand on la met en perspective. C'est-à-dire que ça peut être facile de la chanter aujourd'hui, mais quand on sait qu'il a chanté déjà à l'époque, ce qu'il y a, c'est sans doute une continuité de dire, voilà, peut-être même aujourd'hui, il est milliardaire, il n'a pas besoin de faire ça, mais il fait ça parce que ça l'amuse encore, ça l'excite, ça lui donne quelque chose. Et je pense que si on prend des exemples de successful en business, en politique, il faut s'amuser, quoi. Enfin, sinon, on revient sur la vie est trop courte, quoi. On va pas s'emmerder pendant des années faire des choses qu'on n'aime pas juste pour faire l'argent. Donc, si on s'amuse pas, il n'y a pas de réussite. Donc, I'm not here for business, I'm here for fun. J'adore. Je te remercie, c'est génial, j'adore. Je t'en prie. Encore 2 questions. Est-ce qu'il y a une croyance que tu as qui est controversée? Ce que je veux dire, c'est est-ce que tu constates autour de toi qu'il y a... Alors, on a parlé de toutes les idées reçues, tu vois, sur la négociation, ça peut être dans le cadre de la négociation, mais que le monde a certaines idées reçues et que tu n'adhères pas du tout à celle-ci. Peut-être j'espère pas me répéter, mais parce qu'on a déjà partiellement évoqué ce sujet, je pense que le monde a trop tendance à penser, mon entourage sans doute, mais aussi ailleurs, enfin pas que mon entourage, que c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que dans une vie, dans un projet d'entreprise, dans un projet de famille ou dans un projet individuel, c'est déjà trop tard. Il y a des choses qu'on peut pas faire à un certain âge, des choses qu'on peut pas faire parce que c'est pas le moment, et ça, je pense que je me suis un peu battu là-dessus. Et je fais des choses que c'était pas des choix rationnels. Peut-être partir à 30 ans, recommencer zéro, c'était pas un choix rationnel. Monter ma boîte à 35 ans, c'est peut-être pas rationnel. Enfin, faire des choses comme ça où beaucoup de gens disaient mais t'es fou, pourquoi tu fais ça? C'est pas le moment, c'est trop tard, c'est trop tôt. Donc je pense que parfois j'ai dû me battre un peu là-dessus, voilà, accepter que il faut pas faire ce qu'il faut, il faut faire ce qu'on a envie de faire, il faut faire ce qu'on pense qu'on doit faire, et même si c'est trop tard, je sais pas, si on a envie, on le fait, basta. Donc je pense que voilà, peut-être un exemple d'une certitude que parfois j'ai du mal à caler mon entourage. Je partage. J'imagine que tu connais, et d'ailleurs je t'invite à voir ce film si jamais tu l'as pas vu, tu sais, le fondateur sur Ray Kroc, le fondateur de McDonald's, enfin justement pas fondateur, mais le fondateur des franchises McDonald's, qui a quand même créé sa boîte, si je me trompe pas, à 56 ou 57 ans, et qui en a fait, durant la durée de sa vie, en plus un empire. Donc c'est-à-dire que c'est pas juste il l'a créé et puis ensuite il est mort quelques années plus tard dans la misère. Non, il a réussi vraiment à en faire à l'âge de 56-57 ans un énorme succès. Donc c'est quand même... Voilà un exemple, effectivement. Ça va dans le sens de ce que tu dis, mais je suis complètement d'accord. Dernière question, est-ce qu'il y a un ou des livres qui te portent, qui t'ont peut-être transformé, qui t'ont changé, qui ont changé la manière dont tu vois la vie? Est-ce que tu pourrais m'en parler et m'expliquer pourquoi? Alors, je vais, si tu me permets, je vais revenir peut-être sur la négociation, parce que c'est quand même, c'est pas que mon métier, hein, c'est vraiment ma passion, c'est ma vie. Enfin, c'est vraiment un sujet qui me... et donc, il y a un bouquin de référence. J'ouvre une porte ouverte parce qu'il est très connu, mais quand même, je pense que c'est une référence. C'est le célèbre Getting to Yes de 1981. Traduit en français par Comment réussir une négociation. C'est un ouvrage fondateur, publié en 1981 par Roger Fisher et William Ury et Bruce Patton, 3 profs d'Harvard, qui ont écrit ce qu'on peut appeler la Bible de la négociation moderne. C'est eux qui ont pour la première fois présenté la négociation pas comme une guerre, hein, peut-être, mais comme un processus organisé pour protéger nos intérêts, pour arriver éventuellement à ce win-win. Et donc, je pense que c'est un ouvrage qui a sans doute changé ma vie, comme beaucoup. Hein. Enfin, je suis pas le seul à avoir été frappé par cet ouvrage. Et encore une fois, je suis assez excité de partager un ouvrage qui a déjà quelques années. C'est pas un ouvrage récent, mais qui a beaucoup de valeur, je pense, pour ma vie et pour la vie de beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup de décideurs, beaucoup de négociateurs, et que j'ai conseillé vivement. C'est un ouvrage qui a déjà quelques années, mais qui est tout à fait d'actualité, je pense, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà, donc un ouvrage peut-être un peu fondateur de mon expérience de vie et professionnelle. Bah écoute, je te remercie. Je le mettrai dans les notes de l'épisode. Quand même, pour terminer, de faire un petit coup de pub, mais dûment mérité, mon cher Édouard. Est-ce que tu peux, en 2 mots, me redonner le titre de ton livre? Où est-ce qu'on peut le trouver? Et puis, si on cherche à te contacter pour des conférences, pour du coaching, de la formation, juste envoyer des messages positifs pour te dire qu'on adore ce que tu fais, où est-ce que tout ça se passe? Je veux tout savoir. Alors, j'ai publié un bouquin en anglais qui s'appelle The Secret Art of Negotiation, où ce que j'ai essayé de faire, c'est justement de partager peut-être un peu cette passion
mais d'une manière un peu organisée, c'est-à-dire que j'ai lu beaucoup d'ouvrages sur le sujet, souvent des ouvrages très intéressants mais peu accessibles, souvent des ouvrages un peu techniques, un peu académiques, un peu pas trop sexy si je peux utiliser ce mot. Et donc ce que j'ai envie de faire, c'est de faire un bouquin accessible, un bouquin espèce de guide de voyage où on trouve des exemples, des anecdotes, des techniques, des méthodes, des conseils pour justement s'améliorer à la négociation. Donc, The Secret Art of Negotiation. Il existe en français ou pas? Je ne savais pas s'il était traduit. Alors, il est pas encore en français. Il va l'être bientôt prochainement. Il a été fait en anglais en partie parce que j'ai beaucoup d'activités surtout à l'international. Et donc pas celui-là. J'ai un deuxième ouvrage qui a été publié l'année dernière sur le leadership. Celui-là est en français. Un guide méthodologique sur le leadership, puisque négociation leadership, c'est les deux côtés de la même réalité, donc c'est les deux sujets qui m'intéressent. Et voilà, pour être contacté, donc avec plaisir, ça peut être, je serais ravi. Peut-être tu pourras mettre en commentaire mon email pour être contacté avec plaisir, recevoir toujours des messages, des conseils, des opinions partagées. Donc le plus simple pour te contacter, plus que les réseaux là où on peut plus te suivre et suivre tes activités, en fait, si on est intéressé, c'est plus via mail directement. Alors via mail, via LinkedIn, via Instagram, tous les réseaux sont actifs, mais avec plaisir. Toujours, je suis très très heureux, très ravi d'avoir des emails et je trouve que c'est une manière très sympathique de communiquer. Et puis après, ça peut donner lieu à un échange de vive voix. Mais je pense que c'est très personnel l'email et je trouve ça très sympa. C'est un peu tu risques d'avoir un certain nombre d'emails, je pense, parce que les quelques invités qui ont accepté de partager leur mail ont reçu, je crois, un petit raz-de-marée, mais très positif en général. Donc voilà. Donc si tu l'acceptes, je veux bien que tu nous le dises. Comme ça, je ne serai pas celle qui l'aura écrit sans ton autorisation. Tu l'auras dit dans le podcast. Ça sera avec plaisir, mais j'y crois aussi beaucoup aux réseaux sociaux. J'y crois beaucoup LinkedIn. C'est une bonne manière d'être en contact. Ouais. LinkedIn. Puisque effectivement sur LinkedIn, j'essaye de publier chaque 2-3 jours des articles, des pensées ou de republier des choses qui m'intéressent. Et donc pour les personnes qui sont intéressées par le sujet de la négociation, le leadership, l'influence, effectivement me suivre sur LinkedIn, c'est une bonne manière d'être à jour. Instagram aussi et bien sûr, sinon d'un point de vue plus professionnel, nous avons une société, nous accompagnons des entreprises. Donc voilà, si jamais il y a intérêt XY, on est toujours très, très heureux d'accompagner des décideurs, des professionnels pour développer ces compétences en négociation et leadership. Très bien. Eh bien, écoute, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Je te remercie mille fois, Edouard, pour ton temps. Merci pour cette giga masterclass passionnante. Merci. Et peut-être à bientôt pour un prochain épisode. À très bientôt. Merci encore.